Je note déjà une chose, je crois qu'on peut le souligner, parce que je faisais l'éloge de l'approche catalane. Il y a là une ville une volonté politique forte, parce que l'interface dont tu parles, l'interface ville-port, elle est d'abord souhaitée par la maîtrise d'ouvrage. C'est le programme, c'est ça. Je ne veux pas les opposer, mais la situation à Marseille est une situation bloquée de ce point de vue-là, où il n'y a pas d'interface parce que le port est une entité fermée. Donc là, dans une prochaine mutation, on espère que ça va évoluer. Et on y vient. Prenez le micro. Là. Non, je dis on y vient parce que tu as raison, le port était un port autonome, c'est-à-dire que depuis l'après-guerre, c'était un État dans l'État. Là, le boulevard du Littoral qu'on fait avec Yves Lyon, il fait 45 mètres de large, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau lieu qui s'invente entre la façade haussmannienne et le port. Il n'est pas encore ouvert. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle, vous voyez, merci de nous la communiquer, mais c'est l'impression, si on y va aujourd'hui, c'est vrai, c'est la fermeture, c'est les palissades. D'ailleurs, il y a ce fameux truc, et c'est écrit, ici s'arrête la ville de Marseille, et là commence le port. Ça en dit long. Bon, voilà, tout ça, je voulais insister sur cette démarche très forte de la maîtrise d'ouvrage qui, là, pour des architectes, paysagistes et autres acteurs de la ville, c'est quand même fantastique d'être la commande, c'est l'interface. On est quand même là extrêmement contemporain, non? Oui, la commande était très bien exprimée de manière très subtile en amont par l'équipe par Rufnac lui-même, et c'est très lié à la personnalité du maire, qui est passionné par la question portuaire. Et donc, il n'imagine pas que le destin de sa ville puisse être détaché de celui du port. Et donc, il y a une sorte de... Et c'était très bien décrit, quoi. Alors après, le dispositif s'est décliné. Ce qui est intéressant dans des projets comme ça, c'est que parce qu'il y a une orientation politique forte dans la durée, on peut articuler des dizaines d'opérateurs, de concepteurs, d'opérations dans des temps différents qui, au final... fabrique, parce qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup d'argent qui vient de l'Europe, là, il y a 10 millions d'euros qui viennent de l'Europe, mais à côté, il y a par exemple le centre commercial de Bernard Reichen, c'est des fonds privés, Sodearif, ING, donc des acteurs privés, des acteurs publics, le centre nautique de Jean Nouvel, c'est la communauté de communes qui l'a financé. Donc on a finalement des acteurs extrêmement différents, mais qui racontent la même chose, quoi. Et qui racontent la même chose parce qu'il y a une volonté politique forte. Donc c'est l'assemblage des projets qui fait la puissance du général de cette interface. Et le rapport avec le port qui est jamais facile, parce que là, par exemple, dans nos voies, il y a des convois exceptionnels avec de 100 tonnes sur le camion qui passent parce qu'ils vont en forme de radoux, amener des... Donc, dans un lieu qui est un lieu un peu de promenade, il y a des contraintes techniques qu'il a fallu régler, qui n'étaient pas simples, mais on arrive toujours, quand il y a une idée générale un peu forte, la contrainte, c'est jamais quelque chose qui empêche, il y a toujours une solution habile, simple, qui ne se voit pas en plus, qui règle cette cohabitation d'usage qui, dans ce cas-là, était vraiment très, très importante, quoi. Je sens que... Oui, moi je pense qu'on est dans une question importante. Tout à l'heure, je parlais d'urbanisme parce que, certes, il y a les espaces emblématiques. Et là, il y aura toujours une volonté politique forte de faire briller un petit peu. Mais la stratégie là, de ce projet, des autres projets qu'on a, s'inscrit dans un système, dans un réseau. Au 19e siècle, au début du 20e, les forestiers, Olmsted, tout ça, parlaient du réseau des parcs. Mais aujourd'hui, il y a un réseau des espaces publics avec des espaces emblématiques et d'autres moins. Et la question qui se pose, c'est que souvent, le politique est moteur, de plus en plus, du moins, parce que voilà. Mais par contre, comment on gère ça? Et au fond, l'espace... est vivant, parce que comme il n'est pas bâti, il n'est pas fixé, je dirais, voilà. Alors là, c'est un peu plus urbain que ce que j'ai montré, mais c'est la même logique. Comment on fait suivre comment on suit la vie, comment on accompagne ces espaces dans le temps, et comment on va faire que c'est des espaces
qui seront capables d'accepter la transformation des besoins de la société. Comment est-ce qu'ils vont être capables, quelle flexibilité? Et ça, il y a une réflexion urbanistique là, à mener pour que la commande ne soit pas simplement liée à des aménagements et à des belles choses, mais qui restent des présentoirs, mais qu'on rentre dans le débat de l'usage, y compris du réseau, des choses qui sont moins visibles, et donc on ne trouve jamais les moyens pour les suivre. Et là, il y a une vraie question du paysage contemporain. C'est quoi le paysage contemporain? C'est un réseau d'espace qu'on invente aujourd'hui sur ce qui existait. C'est-à-dire qu'il existait la trame bâtie, la trame vière avec les flux, et là maintenant, il y a une espèce de trame douce, verte ou bleue, ou peu importe comment on l'appelle, mais qui vient, et c'est des espaces improbables, intermédiaires, interstitiels, magistraux, etc., mais qui, au fond, refont une troisième couche sur la ville. Et ça, aujourd'hui, on commence à l'appréhender, mais on ne sait pas la financer. Non, je crois que tu as complètement raison. Et Alexandre Chemetov, dans l'île de Nantes, est vraiment la démonstration de ce que tu viens d'expliquer sur les espaces majeurs, les espaces emblématiques, et puis les autres qui sont là, qui sont pas moins intéressants. Justement, c'est la continuité. Tu parles de mise en réseau, on parle aussi d'un continuum de l'espace public. Elle est là, la question. Hein. Pour François Hacher, qu'on a bien connu, Frédéric et moi, justement, était très attaché à cette continuité de l'espace public, où qu'il soit, dans une gare comme dans l'espace public. Tu as souligné un point très important, c'est l'altération. Hein. Tu as employé ce mot, altération, qui rime avec mutation. Hein, voilà. Or, il se trouve que Burle Marx, j'y reviens parce que pour moi c'est toujours une histoire de boucle, et on voit bien que les choses se revisitent avec une nouvelle approche, comme tu viens très bien de le dire, Guéric. Mais Burle Marx parlait de la permanence de l'instable. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, justement, guide vos réflexions aujourd'hui sur ces lieux de tous les possibles? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on voit en face l'île Seguin. Quand tu crées cet espace non défini programmatiquement parlant, il est extrêmement qualifié sur le plan du dessin. Oui, moi je crois que l'intérêt de l'espace public, c'est qu'il reste public, c'est-à-dire qu'il ne se fixe pas dans un usage ou un autre. C'est ce qu'il y en a eu sur les voiries des années 60. On s'est fixé sur l'usage de la voiture. Il y avait plein de bonnes raisons de le faire. Simplement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin d'autre chose. Et on se bat aujourd'hui, le code de la rue, le code machin. Bon, on se bat pour essayer de retrouver cette flexibilité. Et là, il y a deux façons de faire du paysage. Il y a de mettre des choses en réserve parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et puis, il ne faut surtout pas les perdre. Et puis, il y a la façon d'inciter, au fond, à des appropriations continues. Alors, les élus, par exemple, sur les rives de la Seine, le projet Vallée de Seine que j'ai montré, il y a 3 communes. 3 communes qui géraient leurs espaces verts traditionnellement. Ici, les Moulineaux, Boulogne et Meudon. Donc, voilà. Le département 92 a les financements, aménage. Et après, moi je pose la question bêtement, mais comment on va entretenir? Est-ce que les 3 communes sur le continuum vont faire chacune leur truc avec leur méthode, etc. Alors, ça a mis 3 ans pour qu'on réponde. En fait, aujourd'hui, on arrive sur une stratégie réellement territoriale, c'est-à-dire que c'est GPSO, c'est Grand Projet Seine-Ouest, qui est un organisme, je dirais, intercommunal, qui vient prendre en charge ça. C'est-à-dire qu'on a changé d'un cran, le réseau des espaces appartient bien sûr aux communes, mais comme l'éclairage, les voiries, tout ça, il est passé dans une gouvernance plus générale. Et du coup, on revient on se dit, bon, on va peut-être avoir cette fameuse cohérence, mais là, c'est le début, je dirais, de la transformation, de l'appropriation et du suivi. Est-ce que les espaces vont pouvoir évoluer en cohérence les uns les autres? Et puis, l'autre élément, c'est l'argent. Parce que moi, je persiste à dire, bon, les aménagements d'espace extérieurs coûtent toujours trop cher, et ils sont surtout trop chers, trop onéreux à entretenir. Par contre, on en veut toujours plus. Donc là, il y a référence circulaire. Et c'est là où il va falloir inventer de la collaboration avec le privé, avec cette notion d'espace intermédiaire où il y a une acception du mélange des usages et du droit des sols pour que ça ne soit pas simplement la commune qui vienne ramasser les bouteilles de bière le lundi matin
et qui prennent en charge un espace qui finalement pourra jamais, voilà, sauf les espaces emblématiques sur lesquels on met les moyens. Mais il y a vraiment l'espace du quotidien, du paysage quotidien, il est majeur aujourd'hui dans les villes. Les coins de rue, les angles morts, les machins, les coins à pipi, mais ça peut devenir... moi, je vois à Lyon, il y a des expériences extrêmement marrantes. Il y a des associations dans le quartier du 7e arrondissement qui ont demandé l'autorisation au service de la voirie de faire des trous dans le trottoir, le long des murs, et ils plantent une capucine, un machin. Et ils entretiennent au pied de leur porte, et ça fait une espèce de foisonnement. Alors, les services de la voirie ont été vachement intéressés. Ils ont fait ça comme un processus environnemental et surtout expérimental. Et les gens gèrent leur rue. Mais ce n'est pas des arbres d'alignement, ce n'est pas des choses chères, c'est la dame qui entretient son petit coin, le monsieur qui... Voilà. Et c'est assez marrant parce que d'un coup, il y a l'appropriation. Aujourd'hui, on répond sur des appels d'offres de boulevards, de trucs comme ça. Comment on fait pour faire plus que ce qu'on sait aujourd'hui? Bon, c'est bien faire les voiries, les passages traversants, les trucs handicapés, mais qu'est-ce qu'on donne en plus? Voilà, la question du vivant, de l'identité. Alors, on peut croiser ça avec la biodiversité, on peut croiser ça avec les séquences, on peut croiser ça avec des tas de choses, mais il y a un challenge énorme avec des choses de rien du tout et qu'on s'est aujourd'hui mal financé. Il faut piquer les budgets à la voirie, il faut les piquer à l'éclairage, il faut les piquer à l'urbanisme, il faut les piquer... Voilà. C'est assez... voilà, c'est un très beau joli jeu. En tout cas, l'exemple que tu cites, en effet, de la vallée de la Seine, pose bien la question qui est posée par le Grand Paris, celle de la gouvernance, des très très grands projets urbains, voire des méga projets urbains à l'échelle métropolitaine. Alors, il y a ce qui était très intéressant dans ta démonstration du projet, parce qu'en plus du Havre, c'est qu'il est en plus réalisé, qu'on le voit à l'œuvre, même si c'est déjà une première phase, il y en aura une seconde, tu l'as bien dit, c'est l'interface là, avec la question du logement. Et ce que j'ai noté, c'est que justement le long du bras mort de la Seine, précisément là, du petit bras, ouais. Petit bras, c'est toujours, ça fait toujours, être petit bras, ça fait pas terrible. Mais là, quand même... Le limineur, voilà. Ce que j'ai noté, là, on est dans un chemin de douanier presque. Hein. On est là, en effet, l'immobilier a repris ses droits. On a évidemment valorisé, j'allais dire, la rente. Là, c'est avec cette. Avant, il y avait des usines, on fabriquait même des tanks. Là, les Panhard étaient là. Donc, c'était assez incroyable de voir que ce lieu qui était rien, où personne n'osait même se risquer, est devenu là encore un lieu, comme on dit aujourd'hui, bobo, complètement bobo. Là, il y a une inversion totale du système. Hein. Alors, l'interface logement-paysage, c'est quelque chose... on en a pour longtemps, là, je pense. Hein. Non, mais il n'y a qu'à voir la ZAC de l'autre côté, sur le trapèze de Boulogne. Moi, j'avais fait le concours à l'époque avec Yves Lyon. On avait mis le parc, puisqu'il y a un programme de parc dans cette ZAC, on l'avait mis en bord de Seine. Et on avait dit, le parc, c'est la Seine, c'est l'inondabilité, c'est des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'il ne générait qu'un seul linéaire de façade verte. Et là, le parc, aujourd'hui, il sera construit à l'intérieur. Donc, on a doublé le linéaire de façade verte. Sur cette question du logement, parce que évidemment, l'espace public, même quand il est fait avec des moyens modestes, il valorise l'espace urbain. C'est-à-dire qu'en gros, valorisé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire c'est plus agréable, mais c'est aussi plus cher. Plus attractif, donc plus cher. Enfin, Donc, par exemple, nous, c'est une des questions qu'on se posait là sur ce projet. C'est-à-dire que dans quelle mesure un quartier qui est un quartier un peu, enfin, qui n'est pas un peu, mais qui est vraiment dans une situation difficile socialement, quel était le niveau de perturbation finalement de ces nouveaux logements qui sont des logements en accession vendus à 3 200 euros le mètre carré, ce qui pour le Havre est beaucoup, parce qu'ils ont vu sur le port, ils sont au bord d'un parc, etc. Et en même temps, ils ont tous les services à proximité. Pour l'instant, dans des cas comme ça fonctionne encore parce que je pense que la situation est suffisamment imparfaite et suffisamment périphérique à notamment les questions de dessert, etc. Et en plus, en face, il y a toujours le port, donc dans une sorte de situation un peu intermédiaire qui ne correspond pas à un modèle de gentrification complètement achevé, quoi. Donc il y a une sorte de résistance
de l'existant à parce qu'on pourrait imaginer que toutes les petites maisons au bord aient été rachetées. C'est pas encore tout à fait le cas. Moi, ceci dit, je suis pas très optimiste. Je pense que ça va quand même se gentrifier dans la durée et que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise très bien. La ville fait un peu du logement social, elle accompagne un peu les gens qui sont là, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Moi, je trouve que c'est une question difficile. Il y a une sorte de rêve. Comme je disais tout à l'heure, la ville, on la pense en termes de plaisir et très peu en termes de travail. De la même manière, la ville, on la pense en termes de valorisation, c'est-à-dire qu'on est très content en fait, que les choses se valorisent. Et donc, mais ça vaut pour l'île de Nantes, ça vaut pour tout, hein, y compris dans les opérations qui, je dirais, à la limite, sont le plus remarquables de ce point de vue-là, parce que l'île de Nantes, il y a une certaine balance. Qui est maintenue. Néanmoins, on ne maîtrise pas complètement cette sorte de paradoxe qui fait que plus on intervient, plus on valorise, plus ça se gentrifie. Et c'est vrai que des nouvelles manières d'habiter, on en fait toujours, il y a toujours des bouquins, nouvelles manières d'habiter, le grand balcon, la grande baie coulissante, le supermarché au coin de la rue, le tramway qui passe derrière, et la vue sur le lac, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'on a la nature, enfin c'est comme dans les villes nordiques et tout ça, c'est-à-dire on a la nature, les transports en commun propres, tous les services, on est dans une métropole, on peut aller à l'opéra, on peut aller se promener en forêt, etc. Ça, c'est un rêve qui est un peu le rêve contemporain ultime, que moi j'en parle aussi beaucoup, donc c'est pas, on est tous complices de cette question-là. La dimension sociale du rêve, elle est plus complexe, elle est difficile, je pense qu'il faut bien l'avoir à portée de vue tout le temps, parce qu'évidemment, c'est plutôt quand même un rêve qui est socialement très... c'est pas pour rien que ça se développe dans les pays nordiques, quoi. C'est-à-dire une sorte de pacte social où on est un peu... les écarts de salaire sont faibles, etc. Quand on est dans des ambiances plus dures, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Moi, je vois, là, on a fait une opération de renouvellement à Toulouse avec de l'agriculture urbaine, des agriculteurs bio, et en même temps, il y a la cité à côté avec les voitures qui brûlent. Parler de l'agriculture bio en centre-ville, et des espaces publics et de la nature et de la troisième ville et tout ça, alors qu'en fait la question c'est qu'en gros les gens ils n'ont pas à bouffer, quoi, quand même, parce que c'est quand même la vraie question. La question de demain c'est celle-là, parce que faire des beaux espaces publics avec des beaux logements dessus, en fait suffit de... Voilà, il y a Monique et Masson, ils ont fait une chose remarquable, c'est du logement social, hein. C'est une opération de logement social quand même. Donc il y a quand même un équilibre qui est maintenu. J'insiste là-dessus. Avec très peu de moyens, très très bien fait. Mais ça reste quand même, c'est toujours dangereux, on est toujours sur le fil, quoi. Je trouve. Hein, Non, mais je trouve qu'on est là au cœur du sujet. C'est ce qui est sous-jacent dans ma question. Merci d'y avoir répondu. C'est que si je prends un exemple nordique, justement, aux Pays-Bas, vraiment une culture de l'eau, là, on peut le dire. Quand on voit la transformation à Amsterdam du quartier dit Bornéo, qui est emblématique, l'une des références, on pourrait dire, mondiales sur cette question, hein, avec revisiter la typologie de la maison hollandaise, justement, en articulant le logement avec l'espace public, mais il n'y a plus du tout de port. Le port, là, il ne reste plus que l'eau, c'est la darse qui est devenu le cadre. Et donc là, on a un système, là aussi, de gentrification totale de la zone. Bon, il appartient à la ville d'Amsterdam, elle a une politique par ailleurs de logements sociaux, hein, ce n'était pas proposé ça. Mais là, on a un exemple. Dans le projet de Westart avec Adrien Reus, très intéressant, très bien dessiné, très bien conçu, avec justement cette intelligence de la diversité architecturale sur le thème, mais néanmoins, l'espace public est bien traité, il est même partagé, puisque les maisons étant très étroites et petites, on voit que l'usage, c'est que les gens descendent de la maison et le nouveau salon, c'est l'espace public. Ça, c'est la culture hollandaise. On n'en est pas encore là chez nous. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir l'évolution sur l'espace public et de la végétalisation. Mais si on prend l'exemple du quartier Confluence qui est sur Lyon, que je connais un petit peu, moi je trouve qu'on tombe un peu dans tous les pièges là. C'est-à-dire qu'on a un très bel espace public, le bord de Saône, etc. Par contre, le rapport des nouveaux bâtiments qui sont construits à tout ça, il n'est pas terrible. Il n'y a pas d'interface. Les bâtiments sont bunkérisés. Il n'y a pas de relation du bâtiment proche, hein, je dirais, du bâtiment à l'espace extérieur. Il y a des rez-de-chaussée aveugles. Il y a des promiscuités. En fait, il y a
un bloc très très dense dans lequel finalement on perd. Et puis à côté, il y a un très bel espace public. Et du coup, moi, ce que je trouve qui n'est pas bien, indépendamment du problème social de gentrification, je trouve qu'il n'y a pas d'interpénétration. Il y a pas, il y a le programme privé et puis il y a l'espace public et puis tout ça, ça marche. Alors, ok, le site, l'adresse, elle est bien. Mais je ne suis pas persuadé que dans l'usage, on refasse de la convivialité, on refasse des choses qui ont une certaine souplesse, qui pourront évoluer. Et c'est un peu dommage. Il y a un système qui est fixé. On a travaillé sur les quartiers d'Aringue, derrière le port de Marseille, justement avec Lyon, sur les îlots d'une trame haussmannienne, la trame Mirez, qui était la trame industrielle. Et là, l'idée, c'était de voir si on pouvait construire de l'espace des îlots, c'est des grands îlots, plutôt sur le modèle de l'îlot ouvert, mais fermé. C'est-à-dire que ouvert parce qu'on construit plutôt en hauteur et en laissant des espaces pour que le paysage passe, qu'il soit public ou privé, ou public ouvert ou privé ouvert ou public, peu importe, mais qu'il y ait une espèce de transparence dans la ville et que ça ne fasse pas bloc. Parce que moi, ce qui m'intéresse à Lyon, c'est les traboules, c'est des choses comme ça qu'on n'arrive plus à tenir, c'est-à-dire les petits passages, les choses qui font qu'il y a une vraie diversité qui s'installe et des vrais recoins. Et le quartier de la Confluence, par exemple, lui, il est assez hermétique de ce point de vue-là. Alors, il faut préciser au public, parce que tout le monde ne connaît pas bien le quai Rambaud aussi bien que toi, c'est que précisément, le programme, là, des opérations dont tu parles, ce sont des opérations tertiaires. Hein. Il n'y a absolument pas de logement. Donc, sur l'autre partie, alors. Au nord. Je crois que tu parlais des nouveaux bâtiments. Ça, c'est des objets. Voilà, qui étaient là dans leur logique. Là. Oui, ça, c'est la sucrière et les autres. Et absolument, le dernier bâtiment de Non, je parle du complexe résidentiel. Là. Voilà, d'accord.